Imaginez un monde vaste et sauvage où le froid extrême a façonné le paysage et où les glaciers dominaient une grande partie de l'hémisphère nord. C'est dans ce scénario, il y a environ 26 000 ans, que de petits groupes d'humains ont commencé à entreprendre l'un des plus grands voyages de l'histoire. Ils ont traversé le pont terrestre de Bering, une bande de terre qui reliait la Sibérie à l'Amérique du Nord pendant la période glaciaire. Ces premiers voyageurs ne savaient pas où ils allaient, mais le besoin de nourriture et de sécurité les poussait vers l'inconnu. Lorsqu'ils sont finalement arrivés sur les terres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mexique, ils ont découvert un environnement plein de défis, mais aussi riche de possibilités. Imaginez-les face à des forêts denses, de vastes déserts et des montagnes escarpées, apprenant à survivre en harmonie avec la nature. Ce n'étaient pas seulement des chasseurs, ils étaient des innovateurs. Ils ont développé des outils rudimentaires en pierre et en os, utilisant leur intelligence pour s'adapter à un monde imprévisible. Mais ces premiers peuples ne vivaient pas uniquement de chasse. Petit à petit, ils ont réalisé que la terre pouvait offrir bien plus que des fruits sauvages et des racines. Ce sont eux qui, avec patience et expérimentation, ont appris à cultiver des aliments, comme le maïs, qui deviendront la base du régime alimentaire mésoaméricain pendant des milliers d'années. Le fait de planter des graines et d'attendre qu'elles poussent nécessite une nouvelle façon de penser, une relation de respect et d'observation avec la terre. Ces communautés ont commencé à s'installer dans de petits villages, où elles partageaient les fruits de leur travail. Ce fut le début d'une société plus organisée, mais toujours profondément liée au cycle de la nature. Pour ces gens, tout ce qui les entourait avait une signification spirituelle. La pluie, le soleil, les rivières et même les pierres étaient considérées comme des manifestations des forces divines. Leur vie quotidienne était guidée par ces croyances, et c'est ainsi qu'ont émergé les premiers pas d'une culture qui influencerait toute l'histoire du Mexique. Cependant, la vie de ces personnes était loin d'être facile. Les tempêtes imprévisibles, le changement climatique et les attaques d'animaux sauvages faisaient partie de sa routine. Chaque jour était une bataille pour la survie, mais aussi une opportunité d'apprendre et de grandir. Non seulement ils ont survécu, mais ils ont prospéré, jetant les bases des grandes civilisations qui prospéreront plus tard, comme les Olmèques, les Mayas et les Aztèques. Dans un contexte mondial, ces premiers pas de l'humanité au Mexique reflètent un modèle plus large de migration et d'adaptation qui a eu lieu à travers le monde. Comme les habitants de la Mésopotamie et de la vallée du Nil, les premiers habitants du Mexique ont découvert que la maîtrise de l'agriculture et la construction de communautés étaient les clés d'une vie plus stable et plus sûre. Avant de continuer, j'ai écrit un e-book, avec toutes les histoires secrètes et les plus curieuses des pays du monde entièrement gratuitement. Cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique entièrement gratuitement, il y a peu d'unités disponibles. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires. Ces premiers peuples, bien que éloignés de nous dans le temps, ont laissé un héritage que nous pouvons encore ressentir. Ils furent les pionniers d'un voyage qui allait transformer la Mésoamérique en l'un des berceaux les plus importants de la civilisation humaine. Leurs outils, leurs coutumes et leurs liens avec la terre résonnent tout au long de l'histoire du Mexique, marquant le début de l'un des récits les plus fascinants de l'humanité. La révolution agricole, plantait les racines d'une civilisation. Lorsque les premiers habitants arrivèrent sur le territoire mexicain, ils étaient loin d'imaginer que leur découverte allait changer le cours de l'histoire. Le rapport à la terre, d'abord nécessité de survie, va bientôt se transformer en une avancée extraordinaire, la révolution agricole. Au lieu de compter uniquement sur la chasse, ces peuples ont commencé à observer et à étudier la nature avec une précision incroyable. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient planter et récolter les fruits dont ils avaient besoin, ce qui leur a permis de créer un régime alimentaire plus stable et, par conséquent, d'établir des colonies permanentes. C'était une époque de grandes expériences. Ils ont planté une large gamme de légumes et de céréales, mais un aliment se démarque, le maïs. Grâce à son rendement élevé et à son adaptabilité aux différentes conditions du sol, le maïs deviendrait la base de l'alimentation et l'épine dorsale de nombreuses civilisations qui émergeraient dans la région. Imaginez la sensation de voir une petite graine se transformer en une plante robuste capable de subvenir aux besoins de toute une communauté. L'agriculture a non seulement transformé le mode de vie, mais aussi la façon de penser. Les premiers agriculteurs ont également commencé à perfectionner leurs techniques d'irrigation et de culture. Les rivières et les lacs, souvent source de défis, deviennent désormais de précieux alliés. La capacité d'acheminer l'eau vers les champs a non seulement augmenté la productivité, mais a également donné à ces personnes le contrôle d'une ressource essentielle. C'est la naissance d'un nouveau mode de vie, où l'agriculture, la culture et la gestion de l'environnement sont la clé de l'avenir. Imaginez maintenant l'impact de cette avancée sur nos propres vies. Comment les petites graines que nous semons aujourd'hui peuvent-elles se transformer en grands changements demain? Pensez Y pendant que nous poursuivons notre voyage de découverte. Avec le contrôle de la nourriture, les communautés ont commencé à se développer. Des peuples nomades transformés en sociétés structurées, avec des maisons, des villages et même les premières formes de villes.
L'accumulation de surplus alimentaire a permis la spécialisation. Tandis que certains continuaient à entretenir les plantations, d'autres devenaient artisans, constructeurs, puis prêtres et dirigeants. Le maïs, par exemple, n'était pas seulement une source de nourriture, mais aussi une signification spirituelle, étant considéré comme un don des dieux. Ce lien avec la nature se reflétait dans tout ce qu'il faisait. En parallèle, ces premières sociétés commencent à constituer des réseaux d'échanges. Des échanges commerciaux entre différents peuples ont émergé et avec eux, la diffusion de nouvelles idées, produits et pratiques agricoles. Ce qui semblait être un simple acte de semer des graines s'est transformé en un réseau complexe d'interactions culturelles et économiques. La culture du maïs, par exemple, n'était pas limitée à une seule région, mais s'étendait sur de vastes zones, devenant ainsi un symbole de survie et de prospérité. Cette nouvelle réalité a généré un besoin croissant d'organisation. Les dirigeants ont commencé à émerger comme des figures d'autorité, guidant leur communauté en période d'abondance, ou surtout, de pénurie. L'agriculture nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'âme et la structure d'une société en construction. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que peut avoir une seule décision? Comment quelque chose d'aussi simple que planter une graine peut-il déclencher d'immenses transformations dans la vie d'une communauté? Continuons à explorer cet incroyable voyage. Au fil du temps, les techniques agricoles sont devenues encore plus sophistiquées. La combinaison de maïs, de haricots et de citrouilles, connue sous le nom de milpa, a créé un système agricole qui faisait vivre des familles et des villages entiers. Ces trois aliments formaient une base alimentaire complète, apportant les nutriments essentiels. Ils ont créé un cycle de plantation, de récolte et de rotation des cultures qui a permis de maintenir les champs sains et productifs pendant des générations. Cette pratique agricole était non seulement efficace, mais comportait également un profond respect pour la terre. De plus, l'agriculture a contribué à renforcer les liens entre différents groupes. L'acte de planter et de récolter n'était pas seulement une tâche physique, mais aussi un rituel collectif, un moment de convivialité. Ces premiers agriculteurs ne se contentaient pas de prendre soin de la terre, mais créaient également un réseau de soutien et de compréhension mutuelle qui donnerait naissance à un avenir plus prospère. Ils semaient les graines d'une nouvelle ère. L'histoire de la révolution agricole au Mexique est la preuve que, aussi difficile soit-elle, elle peut conduire à des innovations qui façonnent le monde qui nous entoure. Des semences de maïs aux empires prospères, chaque acte visant à prendre soin de la terre était une petite contribution à un immense héritage. Maintenant, imaginez-vous en train de planter votre propre graine. Que pourrait-il représenter? Quel changement cela pourrait-il apporter à votre avenir? L'émergence des premières civilisations. Après le développement de l'agriculture, les conditions étaient prêtes pour l'épanouissement des premières civilisations au Mexique. La culture du maïs, des haricots, de la citrouille et d'autres aliments essentiels, combinée à l'émergence de systèmes d'irrigation et d'une organisation sociale plus complexe, a permis l'établissement de grandes communautés sédentaires. Ces sociétés ont commencé à se structurer, formant les fondations de ce qui deviendra plus tard de puissants empires. Les premières grandes civilisations à s'établir sur ce qui est aujourd'hui le territoire mexicain furent les Olmecs, entre 1400 et 400 avenues comme la Venta et San Lorenzo. Ces villes étaient remarquables pour leurs têtes colossales en pierre sculptée, censées représenter des dirigeants ou des personnages mythologiques importants. Les pratiques religieuses et l'art monumental étaient au centre de la culture olmèque et leurs innovations ont fortement influencé les autres civilisations mésoaméricaines. À partir du VIe siècle avant JC, d'autres cultures commencent à se développer, comme les Zapotèques et les Mixtèques, à Oaxaca, et les Mayas, plus au sud. Chacune de ces civilisations a contribué de manière unique au développement culturel, politique et technologique de la région. Des cités-États ont commencé à émerger, avec des dirigeants qui gouvernaient autant par leurs compétences politiques que par leur relation avec le divin. Les pyramides, les temples et les places publiques deviennent les symboles de ces nouvelles sociétés. Ces civilisations ont également progressé de manière significative dans les domaines de l'astronomie, des mathématiques et de l'écriture. Le calendrier maya, par exemple, était extrêmement précis et avait une importance spirituelle et pratique cruciale. L'écriture hiéroglyphique maya permettait d'enregistrer des événements historiques et des connaissances religieuses, préservant ainsi la mémoire d'une culture complexe et sophistiquée. De plus, les échanges commerciaux entre ces civilisations commencèrent à s'intensifier. Des villes comme Teotihuacan, qui prospérèrent entre le 1er et le 7e siècle, devinrent des centres d'échange, où des produits comme l'obsidienne, le jade et le cacao circulaient entre différentes régions. L'échange de biens et d'idées a stimulé le développement et l'expansion de ces civilisations, créant un réseau de contacts qui s'étendait à travers de vastes régions de la Mésoamérique. Bien sûr, j'élargirai le contenu de chaque sujet, en veillant à ce qu'il soit plus attrayant et détaillé, avec le nombre de paragraphes que vous avez demandé. Continuons avec le sujet suivant. La formation des civilisations mésoaméricaines. Il y a environ 3000 ans,
le Mexique était le berceau de certaines des civilisations les plus fascinantes de l'histoire ancienne. Parmi les plus influents figuraient les Olmèques, installés dans la région côtière du golfe du Mexique. Ces contributions à la culture mésoaméricaine se feront sentir pendant des siècles. Bien que les Olmèques aient laissé peu d'écrits, leurs sculptures monumentales et leurs innovations en matière d'architecture et de religion en disent long sur leur impact durable. Les Olmèques ont été les premiers à utiliser la pierre pour sculpter des têtes géantes, certaines pesant plusieurs tonnes. Ces impressionnantes têtes de pierre semblent représenter des dirigeants puissants, mais elles possèdent également un symbolisme profond, suggérant que la lignée royale était liée au divin. De plus, ils ont introduit l'idée d'un calendrier solaire, quelque chose qui deviendrait fondamental pour d'autres cultures qui viendront plus tard, comme les Mayas et les Aztèques. Saviez-vous que la religion jouait un rôle central dans la vie des Olmèques? Ils croyaient que les dieux étaient intimement liés à la nature et que les forces cosmiques pouvaient être manipulées pour assurer la fertilité de la terre, de bonnes récoltes et l'harmonie entre les humains et les dieux. Leurs pratiques religieuses comprenaient des sacrifices et des cérémonies visant à invoquer ces forces divines. Les Olmèques n'étaient pas une civilisation isolée, leurs réseaux commerciaux s'étendaient sur de grandes distances. Ils échangeaient des marchandises telles que le jade, l'obsidienne et d'autres objets précieux avec les peuples des côtes du Pacifique et du golfe du Mexique, influençant profondément d'autres cultures qui allaient prospérer dans la région, comme les Mayas. À mesure que ces idées et innovations se répandaient, une transformation culturelle était en cours. Bientôt, les Mayas commencèrent à émerger comme la prochaine grande civilisation mésoaméricaine. Ils ont repris bon nombre des innovations des Olmèques, mais les ont adaptées à leur propre contexte. Alors que les Olmèques étaient connus pour leur art et leur religion, les Mayas brillaient dans des domaines tels que l'astronomie, les mathématiques et l'architecture. Ils ont créé l'un des calendriers les plus précis de l'Antiquité, basé sur des observations célestes devenues fondamentales pour la société. Il est fascinant de voir comment ces civilisations interagissaient entre elles et échangeaient des connaissances. Les Mayas, par exemple, étaient des maîtres en agriculture, utilisant des techniques avancées d'irrigation et de culture. Ces villes, comme Tikal et Chichén Itzá, étaient des monuments du progrès humain. Des pyramides imposantes et des temples sophistiqués s'élevaient à l'horizon, reflétant la puissance de ces cités-États qui prospéraient dans toute la Mésoamérique. Même si les Mayas représentaient une culture fascinante et prospère, leur déclin suscite également beaucoup de curiosité. Qu'est-ce qui a causé l'effondrement de certaines de ces grandes villes? Il s'agit d'une combinaison de facteurs tels que l'épuisement des ressources naturelles, les guerres internes et le changement climatique. Ces changements ont conduit au déclin de leurs villes les plus puissantes, mais leurs contributions culturelles et scientifiques ont survécu, influençant d'autres civilisations comme les Aztèques. Les Aztèques, vers le XIVe siècle, étaient prêts à dominer la région centrale du Mexique. Ces ambitions ne se limitaient pas aux seules conquêtes militaires, mais aussi à la construction d'une civilisation riche en culture, en religion et en innovation. Fondée le c'est la capitale Tenochtitlan, l'une des plus grandes villes de Mésoamérique, sur le lac Texcoco, utilise une série d'îles artificielles appelées Chinampa pour étendre son territoire et améliorer la production agricole. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de vivre à Tenochtitlan? Cette ville flottante était un spectacle d'ingénierie. Avec de grands temples et pyramides, comme le Templo Mayor, et des rues animées, c'était à l'époque l'une des plus grandes villes du monde. Cependant, la conquête aztèque fut également marquée par un culte intense du sacrifice humain. Pour les Aztèques, les offrandes de sang étaient considérées comme une nécessité cosmique pour assurer la continuité de la vie dans le monde, une pratique dont beaucoup se souviennent comme cruelle. La société aztèque était structurée de manière rigide, avec une classe dirigeante composée de nobles et de prêtres, suivie de commerçants, d'artisans et de paysans. Au sommet de tout cela se trouvait l'empereur, considéré comme représentant Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. En conséquence, l'empire aztèque prospéra, mais accumula également des tensions internes et externes. Son besoin d'expansionnisme et de guerre constante pour capturer des prisonniers de guerre en vue de sacrifices humains a créé un cycle de violence qui contribuerait en fin de compte à sa chute. La grandeur de l'empire aztèque était un exploit unique, mais sa trajectoire montre également les dangers du pouvoir absolu. Que se passe-t-il lorsqu'une société construit un empire basé sur la violence et la peur? L'effondrement de Tenochtitlan, suite à l'arrivée des conquérants espagnols menés par Hernán Cortés en 1519, démontrerait que souvent même les plus grands empires peuvent être vulnérables à des forces extérieures imprévues. Derrière la chute des Aztèques se cache une histoire de rencontres et d'affrontements culturels. Cortés et ses hommes ne représentaient qu'une fraction de la puissance de l'empire aztèque, mais ils savaient exploiter les divisions internes, cherchant des alliances avec d'autres peuples opprimés par les Aztèques. De plus, l'arrivée de maladies apportées par les Européens, comme la variole, dévasta la population aztèque, ce qui contribua à sceller le sort de Tenochtitlan. Que pouvons-nous apprendre de l'essor et de la chute de ces civilisations? L'histoire des Olmèques, des Mayas et des Aztèques nous montre à quel point le progrès humain peut être impressionnant,
mais aussi à quel point les cultures doivent s'adapter et changer pour survivre. Ces peuples avaient une profonde compréhension du cosmos, de la nature et de la société, mais ils ont été confrontés à des défis internes et externes qui ont changé le cours de leur histoire. L'arrivée des Espagnols et la conquête de l'Empire aztèque. En 1519, le Mexique était au bord d'un grand choc des cultures. Les Aztèques, avec leur imposante capitale, Tenochtitlan, constituaient l'une des civilisations les plus puissantes de la Mésoamérique. Ces pyramides et temples majestueux s'élevaient au-dessus d'une ville animée, pleine de commerce, d'art et de religion. Mais malgré sa grandeur, quelque chose était sur le point de se produire qui allait changer à jamais le destin de cette grande civilisation. C'est l'année où les conquérants espagnols arrivèrent dans le Nouveau Monde, apportant avec eux des forces destructrices que les Aztèques ne pouvaient pas prévoir. Le leader espagnol Hernán Cortés, homme ambitieux et intrépide, débarqua sur la côte mexicaine avec une petite armée. Cortés, qui avait été nommé commandant d'une expédition, avait l'intention de conquérir des terres et des richesses pour la couronne espagnole. Mais ce que lui et ses hommes ne savaient pas, c'est que l'histoire était sur le point de s'écrire de manière dramatique et tragique. En arrivant sur le territoire aztèque, Cortés découvre un empire puissant, mais aussi une civilisation pleine de conflits internes. De nombreux peuples autochtones, auparavant soumis aux Aztèques, étaient mécontents de la tyrannie et de la domination des dirigeants de Tenochtitlan. Cela a créé une opportunité pour Cortés, qui a rapidement commencé à nouer des alliances avec ces peuples, promettant la liberté en échange d'un soutien contre l'Empire aztèque. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui a poussé Cortés à croire qu'il pouvait conquérir un empire aussi vaste et puissant avec seulement quelques centaines d'hommes? La réponse réside dans une série de facteurs. Premièrement, Cortés a su exploiter les faiblesses politiques et sociales de l'Empire aztèque. L'empereur Montezuma II, bien que respecté et puissant, a dû faire face à des défis pour maintenir le contrôle de ces vastes territoires. De plus, Cortés et ses hommes disposaient d'une technologie de guerre supérieure, comme les armes à feu et les chevaux, inconnues des Aztèques. Alors que Cortés avançait vers l'intérieur des terres, il tomba sur la grande ville de Tenochtitlan, située au cœur du lac Texcoco. Lorsque Montezuma apprit l'arrivée des Espagnols, il se trouva face à un dilemme. Les Aztèques croyaient en une ancienne prophétie selon laquelle le dieu Quetzalcoatl, un dieu serpent à plumes, reviendrait de l'Est. Lorsque Cortés et ses hommes arrivèrent de la mer, de nombreux Aztèques croyaient que ces hommes étaient des envoyés divins. Cette erreur d'interprétation religieuse fut l'une des plus grandes erreurs qui ont facilité l'entrée des Espagnols dans la ville. Imaginez la scène, Cortés et ses hommes, reçus avec respect et cérémonie, étant emmenés directement au cœur de l'Empire. La ville de Tenochtitlan, l'une des plus grandes et des plus avancées du monde à l'époque, était pleine de beauté et de complexité. Avec ses rues planifiées, ses canaux d'eau, ses jardins flottants et ses pyramides majestueuses, la ville était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Cependant, les premières interactions entre Espagnols et Aztèques ne furent pas la guerre, mais un curieux mélange d'accueil et de méfiance. Mais la situation a rapidement pris une tournure sombre. Cortés, toujours en quête de pouvoir et de richesse, captura rapidement Montezuma et l'emprisonna dans son propre palais. L'empereur, bien que résistant au début, finit par succomber aux pressions et aux stratagèmes des envahisseurs. Ce fut un coup dévastateur pour le moral des Aztèques, car la chute de leur chef spirituel et politique affaiblit la confiance du peuple. Cependant, le véritable tournant dans la conquête fut l'arrivée des renforts espagnols envoyés par le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez. Cortés, qui se trouvait déjà à Tenochtitlan, dut prendre une décision risquée, combattre les renforts ou poursuivre la conquête de l'Empire. Dans un geste audacieux, il réussit à affronter et à vaincre les forces envoyées contre lui, renforçant ainsi sa position sur le territoire aztèque. Cela a rendu les Aztèques encore plus vulnérables et la tension dans la ville s'est accrue. À chaque pas, Cortés et ses hommes creusaient plus profondément au cœur de l'Empire, mais ils créaient également un cycle de violence qui ne pouvait aboutir qu'à la destruction. Les tensions augmentaient et les relations avec la population aztèque se détérioraient rapidement. Pour les Aztèques, les Espagnols n'étaient plus considérés comme des dieux, mais comme des ennemis perfides qui avaient envahi leur terre sacrée. En 1521, après des mois de combats et alors que la ville était dévastée par des maladies comme la variole, apportée par les Espagnols, les Aztèques ne purent plus résister. Tenochtitlan, la grande ville qui dominait autrefois la Mésoamérique centrale, tomba aux mains des Espagnols. La conquête a été marquée par un massacre brutal, avec des milliers d'Aztèques tués et la ville détruite. Mais la chute de Tenochtitlan n'était pas seulement une tragédie pour les Aztèques, c'était le début d'une nouvelle ère pour le Mexique et le continent. L'arrivée des Espagnols allait transformer à jamais l'histoire de l'Amérique latine, entraînant avec elle une fusion de cultures, mais aussi une époque d'exploration et de colonisation brutale. La conquête de Tenochtitlan marque l'un des moments les plus décisifs de l'histoire mondiale. Mais qu'est-il arrivé aux cultures indigènes après l'arrivée des Espagnols? Comment cette fusion de cultures et de peuples influencerait-elle l'avenir du Mexique et des Amériques?
Ces questions continuent d'être débattues et l'histoire de cette réalisation résonne encore dans de nombreuses cultures contemporaines de la région. Bien sûr. Continuons avec le sujet suivant, intégrant désormais des histoires humaines et des aspects émotionnels, pour générer une connexion plus profonde avec le public. La Révolution mexicaine et la quête de justice sociale. La Révolution mexicaine, qui a débuté en 1910, constitue l'un des moments les plus passionnants et transformateurs de l'histoire du Mexique. Ce n'était pas seulement une guerre, c'était un mouvement qui reflétait les espoirs, les douleurs et les rêves de millions de Mexicains, dont beaucoup n'avaient jamais imaginé pouvoir changer le destin de leur pays. Cette révolution s'est transformée en un combat pour la justice sociale, la redistribution des terres et la liberté d'une population qui a longtemps vécu dans des conditions d'extrême pauvreté. Le Mexique du début du XXe siècle était un pays profondément inégalitaire. Alors qu'une petite élite de propriétaires fonciers et d'industriels accumulait de vastes richesses, la majorité de la population vivait dans une extrême pauvreté, travaillant sur de grandes propriétés, sans droit ni conditions de vie décentes. Les grandes propriétés foncières étaient entre les mains de quelques-uns et les paysans, appelés peones, étaient pratiquement réduits en esclavage par le système des haciendas, de grandes fermes de production qui employaient un nombre immense de travailleurs. C'est dans ce contexte d'immenses inégalités qu'émerge un leader qui deviendra un symbole de la lutte pour le peuple, Emiliano Zapata. Zapata était un paysan qui, voyant les abus subis par sa propre communauté dans l'état de Morlo, s'est rebellé contre le système féodal qui dominait les campagnes mexicaines. Il organisa une armée de paysans et, avec la célèbre devise « Terre et liberté », combattit pour la redistribution des terres aux travailleurs ruraux. Mais qui était vraiment Emiliano Zapata? En plus d'être un chef militaire, Zapata était un homme profondément lié à son peuple et à la terre qu'il cultivait. Il pensait que la terre ne devait pas appartenir à une élite, mais plutôt être partagée entre ceux qui la travaillaient réellement. Il deviendra, aux côtés d'autres dirigeants comme Pancho Villa, une figure centrale de la révolution mexicaine, mais ce que peu de gens savent peut-être, c'est que Zapata était bien plus qu'un symbole de résistance. Il était également une figure de foi et d'engagement envers sa vision d'un Mexique plus juste. Sa mort en 1919 reste encore un mystère entouré de symbolisme et de douleur pour ceux qui l'ont suivi. Zapata et Villa n'étaient pas seuls dans le combat. Pendant la Révolution, des milliers de personnes se sont soulevées contre le gouvernement de Porfirio Díaz, le dictateur qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 30 ans. Il a maintenu le pouvoir grâce à une alliance entre les grands hommes d'affaires et les autorités locales, tandis que les ouvriers et les paysans continuaient de vivre dans des conditions inhumaines. La Révolution était donc plus qu'une simple guerre, c'était un combat pour la dignité humaine et un droit fondamental, la terre. Cependant, derrière les grands discours et les grandes batailles, se cachent des histoires humaines et émotionnelles qui révèlent le véritable impact de la Révolution. De nombreuses femmes, par exemple, ont joué un rôle essentiel dans la Révolution mexicaine, souvent sans reconnaissance historique. Les soldadras, comme on les appelait, étaient des femmes qui s'enrôlaient dans les armées révolutionnaires, accompagnant souvent leurs maris et leurs fils, ou combattant seuls. Ils ont non seulement soigné les blessés, mais ont également combattu dans les tranchées, dans des conditions extrêmement défavorables. Imaginez un instant ce que ces femmes ont vécu. Beaucoup d'entre eux, loin de chez eux, avec leurs enfants dans les bras, ont traversé le champ de bataille, luttant pour la promesse d'un avenir meilleur, sans même savoir s'ils le verraient. Ils ont participé à la Révolution non seulement par nécessité, mais aussi par un profond désir de changement. Certains d'entre eux, comme Petra Herrera, une soldate connue pour son courage, ont combattu sur la ligne de front et ont gagné le respect de ses camarades. D'autres, comme Adlita, sont devenus des figures légendaires, immortalisées dans les chants que chantent encore aujourd'hui les célébrations du peuple mexicain. Malgré les premières victoires et les changements politiques apportés par la Révolution mexicaine, les résultats n'ont pas été aussi immédiats que les révolutionnaires l'espéraient. Dans de nombreux cas, le gouvernement qui a succédé à Díaz, même après la chute de sa dictature, a été incapable de résoudre les problèmes d'inégalité qui ont motivé le soulèvement. La paysannerie souffrait toujours de l'absence de réformes agraires et les problèmes structurels du Mexique continuaient de défier les changements promis. Voici un fait amusant que beaucoup ignorent. La Révolution mexicaine a été l'une des premières révolutions modernes à inspirer des mouvements pour la justice sociale dans le monde entier. Il servit d'exemple aux mouvements au Brésil, à Cuba et même en Chine dans les années suivantes. Beaucoup considéraient le Mexique comme un terrain d'expérimentation sociale, où les idéaux d'égalité et de liberté étaient mis à l'épreuve. Cependant, l'impact de cette révolution n'a pas été immédiat. La lutte pour la terre et la liberté exigeait patience et persévérance. Il ne s'agissait pas seulement de prendre le pouvoir, mais de transformer profondément la société, ce qui, comme cela arrive toujours dans les grandes révolutions, prend du temps et coûte de nombreuses vies. L'une des conséquences les plus importantes de la révolution mexicaine a été la Constitution de 1917, qui constitue encore aujourd'hui la base du système juridique mexicain.
C'était l'une des premières constitutions au monde à reconnaître les droits des travailleurs, notamment les droits à l'éducation, à un travail décent et à la terre. Même si ces droits n'ont pas été pleinement réalisés à court terme, la Constitution représente une étape importante vers une société plus juste et plus égalitaire. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le Mexique, nous constatons les échos de la révolution mexicaine dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les symboles de lutte, les devises « Terre et liberté » et le courage de personnalités comme Zapata et Villa continuent d'inspirer des générations de Mexicains en quête d'un pays plus juste. La révolution mexicaine nous rappelle que la lutte pour la justice sociale n'est jamais facile, mais qu'elle est toujours nécessaire, et que les grands changements commencent souvent par le petit geste de quelqu'un prêt à résister. La révolution mexicaine et sa pertinence dans le Mexique contemporain. La révolution mexicaine, qui a débuté en 1910, a laissé un héritage durable qui résonne encore dans le Mexique moderne, qui se reflète dans la politique, les luttes sociales et même l'identité culturelle du pays. Même si elle s'est produite il y a plus d'un siècle, l'impact de la révolution ne se limite pas au passé. La recherche de justice sociale, de redistribution des terres et de droits des travailleurs continue d'être un thème central des discussions politiques et sociales au Mexique. Aujourd'hui, la Constitution de 1917, conséquence directe de la révolution mexicaine, reste toujours un pilier fondamental de la structure juridique du Mexique. Il établit des droits du travail qui, à l'époque, étaient extrêmement progressistes, comme le droit à un travail décent, à l'enseignement public gratuit et à la réforme agraire. Ces principes continuent de constituer la base de nombreuses politiques publiques, même si la mise en œuvre de ces droits n'a pas toujours été complète au fil des années. L'article 27 de la Constitution, qui traite de la réforme agraire et de la redistribution des terres, est toujours cité par les mouvements sociaux qui cherchent à améliorer la vie à la campagne et à promouvoir la justice sociale. En outre, la lutte pour une répartition équitable des terres, qui fut l'un des principaux piliers de la révolution mexicaine, reste un sujet d'une grande importance dans le Mexique contemporain. Même si bon nombre des grands domaines ont été divisés après la Révolution, le problème de la concentration des terres entre les mains de quelques-uns persiste. De grandes sociétés, souvent étrangères, contrôlent de vastes zones de terres agricoles, tandis que les communautés rurales continuent de se battre pour leurs terres et leurs ressources. La violence associée aux conflits territoriaux et à la pression constante de puissants intérêts privés sur la terre et les ressources naturelles est encore aujourd'hui une réalité pour de nombreuses familles paysannes. En 2019, le Mexique a célébré le centenaire de la mort d'Emiliano Zapata, ce qui a mis en lumière une réflexion importante sur les avancées et les revers dans la recherche de justice sociale. Le gouvernement mexicain avait alors réaffirmé son attachement aux idéaux de la révolution mexicaine et à la préservation de la mémoire de Zapata. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent encore si les principes défendus par Zapata ont été réellement suivis tout au long de l'histoire du pays. La lutte pour la terre et la liberté n'a pas pris fin avec la fin de la révolution mexicaine, mais s'est poursuivie au cours des décennies suivantes, reprise par des mouvements tels que l'Armée zapatiste de libération nationale, EZLN, fondée en 1994, dans l'état du Chiapas. Ce mouvement, mené par des personnalités comme le sous-commandant Marcos, refait surface avec un nouvel accent sur les questions indigènes, l'autonomie locale et bien sûr, le droit à la terre. L'influence de la révolution mexicaine est également visible dans les campagnes politiques modernes, où les dirigeants et les mouvements sociaux évoquent souvent la figure de Zapata et d'autres héros de la Révolution pour inspirer les nouvelles générations à lutter pour les droits des marginalisés. Dans le contexte actuel, où le Mexique est confronté à des défis majeurs liés à la pauvreté, aux inégalités et à la violence, les idéaux révolutionnaires continuent d'être une source de mobilisation et un symbole de résistance. Conclusion avec le CTA de peur, curiosité et rareté. La Révolution mexicaine n'est que la pointe de l'iceberg d'une histoire pleine de secrets et de mystères qui sont longtemps restés cachés. Ce que vous venez de voir n'est que le début de ce qui s'est réellement produit dans l'ombre de l'histoire au Mexique et dans d'autres pays du monde. Saviez-vous qu'il existe des secrets encore plus profonds et plus sombres auxquels peu de gens ont accès? Et si je vous disais que ces faits pourraient complètement changer votre façon de voir l'histoire du monde? Ne manquez pas l'opportunité d'accéder à un e-book entièrement gratuit contenant les histoires les plus secrètes et les plus curieuses des pays du monde entier. Mais attention, il reste peu d'unités disponibles et elles s'épuisent vite. Ce contenu exclusif pourrait changer votre vision de ce que vous pensez savoir sur l'histoire. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. Mais attention, les connaissances que vous vous apprêtez à découvrir sont précieuses et donc disponibles pour une durée limitée. J'ai préparé un e-book exclusif et entièrement gratuit avec les histoires les plus secrètes et curieuses des pays du monde entier, et les places sont extrêmement limitées. Ne manquez pas l'opportunité d'accéder à ce contenu avant qu'il ne disparaisse. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique. Ne laissez pas passer cette chance, les unités sont peu nombreuses et pourraient s'épuiser à tout moment.
Cliquez maintenant et découvrez les mystères cachés de l'histoire du monde. Les questions agraires et les droits des paysans suscitent encore d'intenses débats, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie. Dans un pays riche en ressources naturelles, l'impact des grands projets d'infrastructure et d'exploration minière affecte directement les communautés rurales, rappelant les conflits passés. Les luttes pour la justice sociale, axées sur les droits du travail, l'égalité des sexes et les questions autochtones, continuent de mettre en lumière les principes de réforme de la Révolution mexicaine. Aujourd'hui, le Mexique est un pays qui, même s'il a progressé dans de nombreux domaines, reste confronté à de profonds défis liés aux inégalités sociales et économiques. Les figures révolutionnaires comme Zapata ne sont pas seulement commémorées dans les écoles et les monuments, mais elles continuent d'inspirer ceux qui cherchent à transformer le pays en un monde. Une nation plus juste et égalitaire. La Révolution mexicaine n'est pas un chapitre du passé, mais une partie vivante de l'histoire du Mexique, présente dans les débats sociaux, les politiques publiques et l'identité nationale du pays. À l'ère de la mondialisation, où les questions de justice sociale et de redistribution des ressources sont sujettes à débat dans de nombreuses régions du monde, la Révolution mexicaine nous rappelle avec force que les grandes transformations sociales sont toujours motivées par un profond désir de changement. Même si les problèmes auxquels le Mexique était confronté en 1910 peuvent sembler lointains, ils continuent de refléter les luttes pour la justice sociale dans de nombreux pays du monde. La Révolution continue de nous apprendre que les rêves d'un avenir meilleur ne se réalisent jamais sans lutte. L'esprit de lutte d'Emiliano Zapata pour un Mexique plus juste et un monde plus égalitaire reste une force vitale chez tous ceux qui croient qu'un avenir meilleur est possible, quels que soient les défis qui surgissent en cours de route. Bien sûr. Passons au sujet suivant, en gardant le focus sur la façon dont il se connecte au présent. La culture mexicaine et son évolution à travers l'histoire. La culture mexicaine est riche, dynamique et profondément liée à son histoire. Des anciens empires comme les Aztèques et les Mayas au mélange unique de traditions indigènes et d'influences coloniales espagnoles, la culture mexicaine a évolué de manière fascinante, créant un kaléidoscope de pratiques, de croyances et d'expressions artistiques qui continuent de façonner le pays aujourd'hui. La révolution culturelle mexicaine est le reflet non seulement de ce qu'elle était, mais aussi de ce que le Mexique représente sur la scène mondiale. L'héritage indigène, né avec des civilisations avancées comme les Mayas et les Aztèques, est toujours présent dans tous les aspects de la vie mexicaine. De nombreux peuples autochtones, tels que les Zapotèques, les Mixtèques et d'autres, conservent encore leur langue, leurs traditions, leurs fêtes et même leurs pratiques agricoles et spirituelles, en lien direct avec les cultures qui ont prospéré avant l'arrivée des conquérants espagnols. La cuisine mexicaine, par exemple, est le reflet de ce mélange unique, avec des ingrédients locaux comme le maïs, les haricots et le chili, qui continuent d'être la base de la cuisine. Le célèbre taco, l'un des plats les plus connus au niveau international, est une véritable célébration de cette fusion entre indigène et espagnol, avec sa garniture de viande, de légumes, d'assaisonnement et de sauce allant du sucré à l'épicé. Tout au long de l'histoire, la colonisation espagnole a introduit de nouvelles influences culturelles, religieuses et sociales qui se sont mêlées aux traditions locales, donnant lieu à un syncrétisme religieux et culturel saisissant. La foi catholique, par exemple, s'est intégrée aux croyances indigènes, créant des fêtes telles que le Jour des Morts, l'une des célébrations les plus importantes et emblématiques du pays, qui a lieu début novembre. Lors de cette fête, les familles honorent leurs proches décédés en leur offrant des autels colorés, avec des bougies, des fleurs de cempasúchil, des photos et les plats préférés du défunt. Le Jour des Morts est devenu non seulement un symbole de l'identité mexicaine, mais aussi un événement internationalement reconnu, mettant en valeur la manière unique dont les Mexicains affrontent la mort et célèbrent la vie. La Révolution mexicaine, survenue au début du XXe siècle, a également eu un profond impact culturel. Outre les changements politiques et sociaux, elle a stimulé un mouvement artistique connu sous le nom de muralisme mexicain, dirigé par des artistes tels que Diego Rivera, David Siqueiro et José Clemente Orozco. Ces artistes ont créé des peintures murales vibrantes qui représentent non seulement des événements historiques et des personnages révolutionnaires, mais également la lutte du peuple mexicain pour la liberté et la justice. Le muralisme était une forme d'art public visant à éduquer les masses sur les idéaux de la Révolution et à montrer l'importance d'un Mexique uni, où les problèmes sociaux et les inégalités seraient résolus. Avec l'arrivée du XXIe siècle, la culture mexicaine est restée l'une des plus influentes au monde, mais elle a également évolué et s'est adaptée aux changements mondiaux. Le cinéma mexicain, par exemple, s'est imposé comme l'une des industries cinématographiques les plus importantes au monde. Des réalisateurs tels que Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu et Alfonso Cuarón ont acquis une reconnaissance internationale, remportant des prix tels que des Oscars et attirant l'attention sur les histoires et l'esthétique mexicaine. La musique mexicaine, avec des styles tels que le mariachi, la ranchera et le corrido, continue également d'être un élément fondamental de l'identité du pays, aux côtés de la popularité croissante de genres tels que le rock et la musique pop contemporaine. Le street art, également connu sous le nom de street art,
a pris de l'importance ces dernières années, notamment dans les grandes villes comme Mexico, où les peintures murales et les graffitis sont présents à chaque coin de rue. Les artistes de rue mexicains abordent souvent des questions sociales et politiques dans leur travail, et cette forme d'expression a également ses racines dans le mouvement. Aux muralistes de Rivera et à d'autres artistes révolutionnaires. La gastronomie mexicaine, reconnue mondialement par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, continue d'être l'une des plus riches et des plus diversifiées de la planète. Des plats simples comme les tamales et les enchiladas aux délices sophistiquées comme le mole poblano et la cochinita pibil, la cuisine mexicaine est le reflet du syncrétisme culturel du pays et de l'adaptation des ingrédients locaux aux influences extérieures. Le mélange de saveurs épicées, sucrées et salées représente non seulement un héritage culturel indigène et colonial, mais est également une expression de la chaleur et de la générosité du peuple mexicain. De nos jours, le Mexique continue d'explorer son identité culturelle. L'art, la gastronomie et les traditions continuent d'être une source de fierté nationale. Cependant, dans le même temps, la lutte pour la préservation de la culture, notamment celle des communautés autochtones, persiste. Les populations indigènes du Mexique continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs droits, la préservation de leurs terres et la valorisation de leurs langues et pratiques. Bien que le Mexique ait réalisé des progrès sur bon nombre de ces questions, le pays reste confronté à des défis importants liés aux inégalités sociales et à la marginalisation de ses communautés. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les cultures se mélangent à un rythme accéléré, le Mexique continue d'être un exemple de la façon dont une nation peut célébrer et préserver ses racines culturelles tout en s'adaptant aux nouvelles demandes et influences mondiales. Le pays, avec son histoire riche et complexe, nous enseigne que la culture n'est pas seulement un ensemble de pratiques anciennes, mais une manière de vivre et de résister, de réinventer et d'évoluer, et de construire un avenir tout en honorant le passé. Saviez-vous que le patrimoine culturel du Mexique ne fait pas seulement partie de son histoire, mais aussi un moteur pour l'avenir? En célébrant ses traditions et en les transformant, le Mexique continue d'influencer le monde tout en luttant pour la justice et l'égalité. N'est-il pas fascinant de voir à quel point les racines profondes d'un pays peuvent s'étendre et avoir un impact sur le présent et l'avenir? Qu'aimeriez-vous savoir d'autre sur la culture mexicaine? Passons au sujet suivant. La conquête du Mexique, impact de l'arrivée des Espagnols. En 1519, un événement marquant transforme à jamais le destin du Mexique. L'arrivée des conquérants espagnols, menés par Hernán Cortés. Ils débarquèrent sur la côte du golfe du Mexique, initialement à la recherche d'or, de richesses et de nouvelles terres pour l'Empire espagnol. Ce qui a suivi a été l'un des épisodes les plus complexes et les plus controversés de l'histoire mondiale, qui a non seulement modifié la configuration géopolitique du continent américain, mais a également provoqué de profondes transformations culturelles, sociales et économiques, dont les effets se répercutent encore aujourd'hui. La première réaction des Aztèques à la rencontre des étrangers fut un mélange de curiosité et de prudence. L'empereur aztèque Moctezuma II, qui dirigeait le vaste empire aztèque, croyait initialement que les Espagnols pouvaient être des envoyés des dieux, en raison de leur apparence et de leur équipement extraordinaire. Cortés, à son tour, a profité de cette conviction pour manipuler la situation en sa faveur. Les premiers échanges et interactions entre Espagnols et Aztèques furent initialement pacifiques, avec des négociations et des cadeaux, mais bientôt les tensions commencèrent à monter à mesure que les véritables intentions des conquérants devenaient plus évidentes. La conquête rapide de l'empire aztèque par Cortés et ses hommes, qui constituaient une petite force comparée aux armées aztèques, peut sembler improbable à première vue, mais un certain nombre de facteurs ont contribué au succès de Cortés. Premièrement, il avait le soutien de tribus indigènes mécontentes de la domination aztèque, comme les Tlaxcaltecas, qui rejoignirent les Espagnols dans la lutte contre l'empire de Moctezuma. De plus, la présence de maladies comme la variole, apportée par les Européens, a joué un rôle dévastateur, décimant une grande partie de la population indigène, qui n'avait aucune immunité contre ces nouvelles maladies. En quelques semaines, les forces espagnoles réussirent à affaiblir et finalement vaincre l'empire aztèque. La chute de Tenochtitlan, la capitale aztèque, fut un événement tragique et dramatique. La ville, qui était à l'époque l'une des plus grandes et des plus impressionnantes au monde, avec ses temples majestueux et son ingénierie hydraulique sophistiquée, fut pillée et détruite par les Espagnols. À sa place, Cortés fonda la ville de Mexico, qui deviendra la capitale de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, plus tard, l'un des plus grands centres urbains du monde. La destruction de Tenochtitlan symbolisait non seulement la chute d'un empire puissant, mais aussi le début d'un processus de colonisation brutale, au cours duquel les colonisateurs imposaient leurs propres croyances, valeurs et structures politiques et sociales. L'imposition de la domination espagnole a eu un impact profond et durable sur la société mexicaine. La culture autochtone a été progressivement asservie, avec l'imposition de la langue et de la religion des conquérants. Le catholicisme s'est répandu sur tout le territoire, souvent par la force, les missionnaires catholiques tentant d'éradiquer les pratiques religieuses indigènes.
De nombreux temples aztèques furent détruits et remplacés par des églises et des cathédrales. Cependant, malgré la répression, la résistance indigène persiste sous diverses formes, qu'il s'agisse de révoltes ouvertes ou de préservation de certaines pratiques culturelles dans le contexte de la colonisation. L'économie mexicaine a également connu une transformation radicale. Les Espagnols commencèrent à exploiter les vastes richesses du territoire, notamment l'or et l'argent. Ils ont établi des mines dans plusieurs régions, obligeant les autochtones à travailler comme esclaves dans les mines. Le système de l'encomienda, qui donnait aux colonisateurs le droit d'exploiter les travailleurs indigènes, était un système cruel qui a entraîné d'immenses pertes de vies autochtones en raison des abus, des maladies et des conditions de travail inhumaines. Dans le même temps, les colonisateurs ont introduit de nouvelles cultures agricoles, comme le blé, la canne à sucre et le bétail, qui ont transformé le paysage rural du Mexique. Cette conquête espagnole a non seulement provoqué la chute des civilisations indigènes avancées, mais a également eu de profondes implications pour les populations d'origine africaine qui ont commencé à être amenées au Mexique comme esclaves pour travailler dans les plantations et les mines. L'arrivée des Africains au Mexique est un aspect souvent négligé mais fondamental pour comprendre la formation de la société mexicaine, notamment en ce qui concerne la culture, la religion et la musique. Le mélange de cultures résultant de la colonisation espagnole constitue le fondement de la société mexicaine moderne. Le mélange de peuples autochtones, européens et africains a donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de peuple métis, une identité unique qui combine des aspects des trois cultures. La cuisine, la musique, l'art et même les traditions religieuses du Mexique reflètent ce syncrétisme. Par exemple, Dia de los Muertos, qui intègre des éléments de la religiosité catholique et des traditions indigènes, est devenue l'une des célébrations les plus appréciées et les plus reconnues au monde. De nos jours, l'histoire de la conquête reste un sujet controversé. Beaucoup voient les événements de 1519 comme le début de siècles d'oppression et d'exploitation, tandis que d'autres soutiennent que l'arrivée des Espagnols a également apporté des avantages, comme le développement des infrastructures et l'introduction de nouvelles technologies. Cependant, le fait est que les effets de la colonisation continuent de se faire sentir au Mexique, en particulier dans les communautés indigènes, qui sont toujours confrontées à des inégalités économiques, sociales et politiques. La lutte pour préserver leurs terres, leur langue et leur culture continue d'être une bataille importante dans le scénario contemporain. Comment pensez-vous que l'histoire de la conquête du Mexique a façonné l'identité nationale du pays? La façon dont les événements du passé se connectent au présent est fascinante, n'est-ce pas? Si les échos de cette histoire se font encore sentir aujourd'hui, que pouvons-nous en tirer pour façonner un avenir plus inclusif et plus juste? La colonie espagnole, transformation et conflit. Après la chute de l'Empire aztèque et la conquête du Mexique, la ville de Tenochtitlan a été remplacée par la nouvelle ville de Mexico, marquée par le bruit continu des marteaux et des cendres des anciens temples, aujourd'hui transformée en nouvelle structure coloniale. L'air, auparavant parfumé par les fleurs et les herbes indigènes, a commencé à être imprégné de des odeurs d'encens catholique, mêlées à l'arôme du métal en fusion dans les forges des mines d'argent et d'or. La transition de l'ancien ordre indigène au nouvel ordre colonial s'est déroulée lentement, mais elle a été transformatrice, apportant avec elle une série de nouvelles odeurs, sons et sensations qui seront ressenties pendant des générations. En se promenant dans les rues de la ville, le bruit des magasins et des marchés espagnols se mêlait aux cris des vendeurs indigènes qui, avec leur langue maternelle, essayaient de conserver une partie de leur identité au milieu de tant de transformations. Les bruits des forgerons, créant des outils et des armes pour les conquérants, se mêlaient aux chants religieux qui résonnaient dans les églises catholiques nouvellement construites. C'était comme si la ville respirait un nouveau rythme, qui n'était plus seulement indigène, mais une fusion de plusieurs cultures, des musiques de différentes parties du monde jouant en même temps. Mais au-delà de l'architecture et de la culture, les sensations physiques d'être dans le Mexique colonial étaient intenses. Les températures torrides de la vallée centrale, la chaleur qui faisait vibrer le sol en pierre sous les pieds et les sentiments de pression et de peur qui flottaient dans l'air, en particulier parmi les peuples autochtones, ont façonné la vie quotidienne de nombreuses personnes. Les autorités espagnoles, dans leurs lourdes robes de cérémonie, patrouillaient dans les rues tandis que les indigènes, souvent pieds nus, se pressaient entre les maisons empisées et les imposantes églises. L'imposition de la religion catholique a également modifié le paysage sensoriel. Le son des prières et des chants religieux se chevauchait avec le silence des rituels indigènes désormais interdits. L'arôme des bougies allumées sur les autels catholiques se mêlait à l'odeur âcre des sacrifices humains pratiqués par les Aztèques, désormais interdits. Pour beaucoup, tenter de maintenir vivante la foi traditionnelle en période de persécution est devenu un combat constant. Mais cette lutte a également généré des formes de résistance inattendues, comme le syncrétisme religieux, dans lequel les dieux aztèques étaient associés aux saints catholiques, créant un mélange qui durerait des siècles. Les champs de bataille lors des révoltes constantes contre la domination coloniale offraient également une atmosphère chargée. L'odeur de la terre, brûlée et sanglante, mêlée au bruit des épées et des boucliers,
aux cris de guerre et aux pas précipités des armées indigènes qui tentent, sans succès, de retrouver leur liberté. Et le tintement des chaînes, de l'acier froid qui liait les prisonniers, était aussi un rappel constant que l'Empire espagnol régnait non seulement par la force militaire, mais aussi par le contrôle de la liberté et de la vie des gens. Cependant, tout n'était pas oppression et douleur. Dans les campagnes, les terres coloniales ont commencé à être cultivées avec de nouvelles plantes et cultures apportées par les Espagnols. Le doux arôme de la canne à sucre nouvellement plantée se mélange à l'odeur des fleurs indigènes, créant une fusion d'arômes qui marque encore aujourd'hui la culture mexicaine. Dans les maisons coloniales, l'introduction d'aliments tels que le blé et le riz, en plus du chocolat, introduit par les Aztèques, est devenue la base de la cuisine locale, créant des plats tels que les tamales et le mole, dont les saveurs s'entremêlent entre indigènes et européennes. Qu'est-il arrivé aux enfants autochtones qui ont été contraints d'adopter de nouvelles pratiques coloniales? Comment ont-ils vu cette fusion entre la foi traditionnelle et la nouvelle religion qui s'est imposée? Pouvez-vous imaginer à quel point il serait difficile de voir vos propres parents être forcés d'abandonner leurs croyances et leur culte pour suivre quelque chose de complètement nouveau et inconnu? Dans quelle mesure cela a-t-il affecté les générations suivantes, qui seront éduquées dans un système complètement différent? Ne manquez pas l'opportunité d'accéder à un e-book entièrement gratuit contenant les histoires les plus secrètes et les plus curieuses des pays du monde entier. Mais attention, il reste peu d'unités disponibles et elles s'épuisent vite. Ce contenu exclusif pourrait changer votre vision de ce que vous pensez savoir sur l'histoire. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. Imaginez maintenant ce qu'ont ressenti les indigènes lorsqu'ils ont entendu pour la première fois le son des grandes symphonies religieuses dans les nouvelles églises ou le poids des premières croix érigées sur les places. Comment cela a-t-il affecté vos croyances les plus profondes? Quel a été l'impact de ces changements sur les générations suivantes? Indépendance mexicaine, lutte et transformation. Le Mexique, sous la domination coloniale espagnole, a connu des siècles d'exploitation, dont l'élite locale en a profité et les masses indigènes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. Cependant, en 1810, le vent du changement commence à souffler, avec l'appel de Miguel Hidalgo, un prêtre créole, qui, en sonnant la cloche de l'église de Dolores, déclenche le mouvement indépendantiste. Le son aigu de la cloche, résonnant dans les montagnes et les plaines, est devenu le symbole d'une lutte acharnée pour la liberté et la justice. Les paroles d'Hidalgo, qui appelaient à la fin de l'esclavage et aux droits des peuples autochtones, font écho. C'était un cri d'espoir pour beaucoup de ceux qui étaient opprimés depuis des siècles. Les violences et les affrontements qui ont suivi ont été intenses. L'odeur de la poudre à canon et le bruit des coups de feu remplissaient l'air alors que les armées insurgées marchaient contre les forces coloniales espagnoles, qui tentaient sans relâche de maintenir le contrôle. La terre, auparavant transpercée par l'ordre colonial, était désormais marquée par des signes de bataille et de résistance. Le sang versé dans les rues, sur les places et dans les montagnes témoigne d'une lutte qui a duré plus d'une décennie. Le mouvement indépendantiste n'était pas seulement une confrontation militaire. Il s'agissait d'un choc d'identité et de valeurs, où l'ancien ordre colonial était remis en question par une nouvelle vision de la liberté et des droits de l'homme. Les révoltes et révolutions qui ont éclaté dans les régions du pays n'avaient pas seulement pour but de vaincre la domination espagnole, mais aussi de construire quelque chose de nouveau, de créer une nation unifiée, où les diverses cultures et ethnies se rassembleraient pour former un nouveau peuple mexicain. En 1821, après des années de combat, le Mexique accède enfin à son indépendance. Le traité de Cordoue, signé entre les dirigeants insurgés et les Espagnols, scelle la fin du régime colonial. Cependant, la liberté entraîne de nombreux défis. La nouvelle nation était loin d'être unifiée et le poids de l'histoire pesait toujours sur les épaules du peuple mexicain. L'indépendance ne signifie pas une solution immédiate aux problèmes qui affligent le pays, tels que les inégalités sociales, les divisions politiques et les tensions ethniques. Mais qu'ont ressenti les gens sur les places et les villages du Mexique lorsqu'ils ont finalement appris que la liberté avait été conquise? Ont-ils ressenti une vague de joie et de soulagement ou y avait-il aussi un sentiment d'incertitude et de peur face au nouveau chemin qui s'ouvrait? Imaginez le sentiment de liberté pour la première fois, mais aussi le poids des changements brusques qui accompagnent la chute d'un ordre établi. Qu'est-il arrivé à ceux qui, tout au long de la période coloniale, se sont habitués à un système de domination et de contrôle? La réalité de l'indépendance nouvellement acquise a soulevé de nouvelles questions sur qui détenait réellement le pouvoir et à quoi ressemblerait la vie après des siècles d'exploitation. Que signifie être libre alors que, malgré cela, la pauvreté et les inégalités sociales continuent de définir la vie quotidienne de nombreuses personnes, en particulier celles d'origine autochtone et métisse? Dans une société marquée par la division, où beaucoup regardaient encore les anciens colonisateurs avec un mélange de haine et d'admiration, la question se posait: comment construire une nouvelle nation, sans perdre les diverses identités qui formaient le tissu de la société mexicaine? Le choc entre les idéaux révolutionnaires et la réalité pratique de la nouvelle République mexicaine commençait tout juste à se manifester.
Pouvez-vous ressentir la tension d'une nation en train de se transformer? Quel a été l'impact de la lutte pour l'indépendance sur les gens ordinaires, loin des combats, mais qui vivaient avec les échos d'une révolution qui a changé leur vie à jamais? Il reste encore 5 sujets pour compléter la séquence que vous aviez initialement demandée. Passons au suivant. La révolution mexicaine, le combat pour la justice sociale. Au début du XXe siècle, le Mexique était plongé dans de grandes inégalités sociales. La grande majorité de la population vivait dans des conditions précaires, tandis qu'une petite élite possédait d'immenses propriétés et contrôlait le pouvoir politique. La grande question qui dominait le pays était le contrôle foncier, et la réforme agraire devint le déclencheur de la révolution. La révolution mexicaine, qui a débuté en 1910, a été déclenchée par le mécontentement populaire à l'égard du gouvernement de Porfirio Díaz, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Sous son commandement, le pays a connu une croissance économique tirée par la modernisation et l'industrialisation, mais celle-ci n'a pas profité à la majorité de la population. Au contraire, les paysans et les ouvriers sont constamment exploités et privés de leurs droits. Imaginez le scénario, une terre riche en ressources naturelles, mais contrôlée par quelques-uns. Les habitants des villages et des petites communautés ont ressenti une oppression dans leur vie quotidienne, avec un manque de terre et de ressources, tandis que le gouvernement de Díaz maintenait l'ordre par la force militaire. Un parfum de révolte flottait dans l'air et les voix de la population, si longtemps étouffées, commençaient enfin à se faire entendre. La révolution a été marquée par plusieurs groupes armés, dirigés par des personnalités charismatiques comme Emiliano Zapata, qui représentait les paysans du Sud, et Pancho Villa, qui commandait les forces révolutionnaires du Nord. Tous deux avaient un rêve commun, la réforme agraire et la justice sociale. Les paysans, fatigués d'être traités comme des esclaves sur leur propre terre, prirent finalement les armes. Le bruit des coups de feu et les cris à la liberté ont résonné dans les plaines et les montagnes, tandis que les petits villages et les villes sont devenus des centres de résistance. Les résultats du conflit ou dans une guerre civile longue et violente, qui a duré plus d'une décennie, modifiant profondément la structure sociale, politique et économique du Mexique. La transformation n'a pas été facile et de nombreuses vies ont été perdues, mais la révolution a marqué le début d'un nouveau Mexique, davantage axé sur les droits des travailleurs et une plus grande répartition des terres. La Constitution de 1917, l'une des plus progressistes de l'époque, garantissait les droits fondamentaux, comme le droit à la terre et à l'éducation, en plus d'établir un système judiciaire plus égalitaire. Les promesses de la Révolution se sont-elles réalisées? Qu'est-il arrivé aux générations suivantes, qui ont grandi en entendant parler d'un nouveau Mexique mais qui ont rencontré d'anciens problèmes sous de nouvelles formes? La Révolution a-t-elle apporté la véritable égalité et la justice sociale tant souhaitée? L'ère du prisme, le Mexique et la transformation culturelle. C'était une chaude après-midi d'été en 1920, au cœur de Mexico. Le bruit des voitures en bois aux roues hautes traversant les rues étroites se mêlait au bruit des conversations précipitées entre les citoyens. Une nouvelle ère s'ouvrait pour le pays, marquée par de profonds changements culturels qui laisseraient une marque éternelle. Ce fut le début de la renaissance culturelle mexicaine, connue sous le nom de Prismo Mexica. Une jeune peintre nommée Frida Kahlo parcourait les rues de Coyoacán avec un air déterminé. Leurs vêtements traditionnels mexicains, aux couleurs vives et aux ornements indigènes, contrastaient avec le modernisme croissant de la ville. Elle savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, mais elle savait aussi qu'elle ferait partie de quelque chose d'encore plus profond, la renaissance de l'identité mexicaine. Ces rues et ces visages familiers, avec leurs cicatrices et leurs histoires, devenaient la matière première d'un art qui unirait le passé et le futur, avec une nouvelle vision de la réalité. La révolution mexicaine, avec ses promesses de liberté et de changement, a donné au pays bien plus qu'un nouveau gouvernement ou une nouvelle constitution. Cela a également fourni un espace pour une explosion d'expression artistique qui cherchait à sauver le passé autochtone du pays tout en se tournant vers l'avenir. L'art est devenu une forme de résistance, de redéfinition de ce que signifiait être mexicain, et c'est à travers des mouvements comme le muralisme mexicain que cela s'est manifesté de manière importante. Des peintres comme Diego Rivera, le mari de Frida, ont transformé les murs des bâtiments publics en grandes toiles d'art vivant. Ils ont peint des images de héros indigènes, d'ouvriers agricoles, de paysans en lutte, créant ainsi des portraits puissants de l'identité du peuple mexicain. Il ne s'agissait pas seulement d'art, mais d'un manifeste politique et culturel, quelque chose qui cherchait à unir toutes les classes sociales et à rompre avec la domination de l'élite qui contrôlait le pays. Pouvez-vous imaginer la sensation d'être devant une fresque murale géante, où chaque ligne semblait raconter l'histoire d'une révolution? L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air, tandis que les couleurs vibrantes commençaient à prendre vie sur les murs, décrivant les douleurs et les victoires d'un peuple qui ne voulait plus se taire. C'était comme si le Mexique se revoyait enfin, à travers le prisme de sa propre histoire. Ce fut une révolution silencieuse, mais avec un grand impact. La révolution artistique que connaît le Mexique va bien au-delà des toiles et des murs peints,
elle s'infiltrait dans toutes les couches de la société, dans la manière de s'habiller, dans la musique, dans les danses, dans les rituels indigènes qui commençaient à être revitalisés et adoptés par tous. Le Mexique renaît, une culture ancienne est recréée, dotée d'un nouveau sens, sans renoncer à ses racines, mais désormais projetée dans l'avenir. Et pourtant, les questions de classe sociale, qui avaient été au cœur de la révolution mexicaine, résonnaient toujours dans le vent. Paysans et ouvriers luttent quotidiennement pour garantir leurs droits. L'art ne pouvait pas résoudre tous les problèmes du pays, mais il était le reflet de l'espoir d'une génération qui voyait dans l'art la capacité de changer le cœur du peuple mexicain. Comment pensez-vous que l'art peut refléter l'âme d'une nation ? Se pourrait-il que, lorsque nous regardons les peintures de Rivera ou celles de Frida, nous puissions sentir le pouls d'un pays qui essayait de comprendre de qui il s'agissait ? Ou l'art est-il une manière de traduire les émotions et les expériences d'un peuple, capable de nous connecter à quelque chose de plus profond, au-delà des mots ? Au fil des années, le mouvement amorcé dans les rues et dans les galeries d'art s'étendra au monde entier, avec la présence du Mexique sur la scène internationale, portant la culture du pays au-delà de ses frontières. La révolution industrielle et son impact sur le Mexique, la transition d'une ère agricole à une ère moderne. Alors que le monde approchait de la fin du 19e siècle, la révolution industrielle avait déjà transformé les paysages des pays européens et nord-américains, modifiant à jamais la dynamique sociale et économique mondiale. Le bruit incessant des machines à vapeur, le rugissement des usines et l'odeur du charbon et du métal dominaient les villes industrialisées, laissant place à une époque où la production de masse et l'urbanisation accélérée ont façonné une nouvelle réalité. Au Mexique, cette révolution était également sur le point de se produire, mais le chemin serait différent et plus mouvementé. Au début du XXe siècle, le Mexique était encore largement agricole, la majeure partie de la population vivant dans de petites communautés rurales et cultivant la terre de manière traditionnelle. Les plantations de café, de canne à sucre et d'autres cultures dominaient le paysage et les chemins de fer commençaient à se développer, reliant la campagne aux centres urbains. Mais à mesure que les industries étrangères commençaient à s'installer dans le pays, le Mexique connut un processus de modernisation accéléré qui apporta à la fois des promesses de progrès et des tensions sociales. Le gouvernement mexicain, sous la direction de Porfirio Díaz, a mis en œuvre des réformes visant le développement industriel et l'expansion des infrastructures. Avec l'aide des investissements étrangers, les chemins de fer se sont développés rapidement, unifiant le vaste territoire mexicain et ouvrant les portes au commerce et à l'industrie. Cependant, même si certaines régions ont prospéré grâce à de nouveaux centres industriels et usines textiles, de nombreux habitants des campagnes ont continué à vivre dans des conditions précaires et les disparités sociales se sont accrues. Cela a créé d'énormes tensions entre les classes les plus favorisées et les communautés paysannes. En fait, le changement qu'a connu le Mexique ne s'est pas fait sans heurts. Dans les plantations, les travailleurs indigènes et paysans étaient contraints de travailler de longues heures dans des conditions déplorables, souvent sans recevoir un salaire équitable, sans droit du travail et avec peu ou pas de possibilité d'améliorer leur qualité de vie. Les révoltes paysannes ont commencé à se propager à travers le pays, alimentées par des décennies d'oppression, et l'esprit de rébellion n'a fait qu'augmenter à mesure que les changements sociaux se produisaient. Au milieu de tout cela, l'émergence de la classe ouvrière urbaine, en particulier dans les grandes villes comme Mexico et Guadalajara, a également généré un choc culturel. Les nouvelles générations qui grandissaient dans les villes étaient exposées à l'éducation, à de nouvelles idées et à une vie plus moderne, mais les tensions sociales entre riches et pauvres, entre propriétaires fonciers et travailleurs, devenaient de plus en plus intenses. Pouvez-vous ressentir la tension qui flottait dans l'air pendant cette période de changement intense ? Le Mexique se situe entre l'ancien et le nouveau, entre la terre et la machine, et la recherche d'un avenir plus prospère semble à la fois prometteuse et menaçante. En conséquence, le Mexique a commencé à se préparer à une transformation radicale. Et ce sera la révolution mexicaine, qui commence en 1910, le tournant où les inégalités sociales, le désir de réforme agraire et la lutte ouvrière gagneront en voix et en espace. L'industrie et la modernisation, tout en apportant l'innovation, ont également été les catalyseurs d'un conflit qui allait changer à jamais le cours du pays. Aujourd'hui, dans un contexte de bouleversements sociaux croissants, nombreux sont ceux qui se demandent « Le pays pourra-t-il concilier modernisation et justice sociale ? Ou le prix du le retour serait-il la perte de l'identité et des droits des classes les plus humbles ?» Le Mexique était sur le point d'entrer dans une période de conflit et de transformation qui modifierait à jamais sa trajectoire. La révolution mexicaine, l'éveil d'un nouveau Mexique. En 1910, une tension silencieuse et croissante éclate dans les rues du Mexique. Pendant des décennies, paysans et ouvriers ont été contraints de vivre sous l'oppression d'un système qui ne favorisait qu'une minorité riche, composée principalement de tiers étrangers et de l'élite locale. Mais les gens étaient déjà fatigués de l'exploitation et des conditions inhumaines auxquelles ils étaient soumis. Ils avaient soif de changement et ils étaient sur le point de se battre pour cela. La révolution mexicaine fut sans aucun doute l'une des luttes les plus importantes de l'histoire du Mexique.
Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille politique, mais d'un mouvement profondément émotionnel qui a marqué le désir des masses de liberté, d'égalité et de justice sociale. Le peuple s'est rebellé contre l'oppression et a recherché la justice, la réforme agraire et de meilleures conditions de vie. Il s'agissait d'une révolution à la fois ancrée dans la tradition mexicaine et alimentée par les influences internationales. Le monde se transformait rapidement, le mouvement ouvrier et les idées socialistes se renforçant dans diverses régions du monde. Porfirio Díaz, qui a gouverné le Mexique pendant des décennies, était confronté à un pays divisé entre les intérêts des grandes entreprises et la pauvreté généralisée de la population rurale et urbaine. Tout au long des années de régime autoritaire, Díaz a étouffé toute opposition et a cherché à maintenir un contrôle ferme sur le pays, ce qui n'a fait qu'accroître le mécontentement populaire. En 1910, Francisco Madero, homme d'affaires et homme politique réformateur, décide de lancer sa propre campagne contre la dictature de Díaz. Son plan San Luis Potosí appelait à une rébellion populaire contre le régime de Díaz et appelait à des élections libres, ce que le président avait refusé de permettre. Dès lors, les mains calleuses des paysans commencèrent à se lever pour se battre, et les appels à la justice résonnèrent dans les champs et dans les villes du pays. Les gens voulaient plus que de vaines promesses, ils voulaient un véritable changement. En 1911, après des mois de combats et d'affrontements, Porfirio Díaz démissionne finalement et s'enfuit en France. Mais le Mexique n'était plus en paix. La victoire du renversement de Díaz n'était que le début d'une série de conflits qui divisèrent le pays en factions. Les révolutionnaires, qui cherchaient justice pour les paysans et les ouvriers, et les conservateurs, qui voulaient maintenir le pouvoir et les privilèges de l'élite. Tandis que le gouvernement de Madero tentait de stabiliser le pays, la situation dans les campagnes restait tendue. De nombreux révolutionnaires, comme Emiliano Zapata, un leader paysan charismatique, ont commencé à exiger une réforme agraire radicale qui redistribuerait les terres au peuple. Zapata, avec sa devise « Tierra y Libertad », terre et liberté, est devenu un symbole de la lutte pour la terre et les droits des paysans, face non seulement aux anciens ennemis de Díaz mais aussi au nouveau gouvernement. Imaginez la scène, le bruit des coups de feu, l'odeur de la terre mouillée mêlée à la fumée des canons et la vue des chevaux galopant au loin alors que les troupes de Zapata marchaient vers de nouvelles batailles. Le Mexique est devenu un champ de conflit, mais aussi d'espoir, où chaque acte de résistance représente une tentative de créer un nouvel avenir. Mais le combat était loin d'être terminé. Saviez-vous que la Révolution mexicaine fut l'une des premières grandes guerres civiles du XXe siècle et que ses répercussions se répercutèrent sur tout le continent? Le Mexique se trouve à un carrefour historique. Ce mouvement pourrait-il produire une société plus juste, ou s'agirait-il simplement d'une autre lutte sanglante sans réel changement? Les paysans et les travailleurs urbains étaient prêts à tout sacrifier pour un nouvel ordre social, et l'histoire du Mexique était sur le point d'être réécrite dans le sang et la sueur. Aujourd'hui plus que jamais, le peuple mexicain savait que la véritable lutte ne consistait pas seulement à vaincre un régime oppressif, mais aussi à reconstruire quelque chose de juste et d'égal pour tous. Et la révolution mexicaine, avec toute sa violence, son héroïsme et ses défis, serait une bataille dont on se souviendrait encore dans les pages de l'histoire du pays pour les générations à venir. L'essor et la chute des empires mésoaméricains. Au cœur de la Mésoamérique, de grandes civilisations telles que les Mayas, les Aztèques et les Zapotèques ont prospéré, atteignant l'apogée de leur culture. Ils ont construit des villes imposantes avec des pyramides et des temples qui semblaient toucher le ciel, et leur marché était plein de vie, offrant de tout, des bijoux en or aux aliments exotiques. Cependant, malgré leur grandeur, ces civilisations ont été confrontées à des défis internes et externes qui ont entraîné leur chute. L'ascension et la chute de ces empires sont pleines de mystères. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement des puissantes cités mayas, avec leur système complexe d'écriture et d'astronomie? Certains pensent qu'une série de sécheresses va prolonger des crises alimentaires et une grave crise alimentaire ont contribué à cet effondrement. Cependant, un facteur tout aussi intrigant était la guerre constante entre les cités-États mayas, qui s'appelle la cohésion interne. De la même manière, l'empire aztèque a été tragiquement ébranlé par l'arrivée des conquérants espagnols, mais son apogée d'avant cela, avec sa structure militaire, religieuse et politique, était imbattable. Mais qu'est-ce qui a conduit ces empires à succomber? On peut constater que, aussi avancées soient-elles dans leurs réalisations artistiques, scientifiques et architecturales, les civilisations mésoaméricaines présentaient de profondes vulnérabilités humaines. Lorsque les ressources naturelles se raréfient ou que la pression extérieure s'intensifie, même les empires les plus puissants deviennent fragiles. Qu'est-ce qui a réellement détruit ces grandes civilisations? Et comment les cicatrices de son effondrement influencent-elles encore le Mexique et le monde moderne? Découvrez comment l'héritage de ces personnes continue de vivre dans nos vies aujourd'hui. Ne manquez pas l'opportunité d'accéder à un e-book entièrement gratuit contenant les histoires les plus secrètes et les plus curieuses des pays du monde entier. Mais attention, il reste peu d'unités disponibles et elles s'épuisent vite. Ce contenu exclusif pourrait changer votre vision de ce que vous pensez savoir sur l'histoire.
Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. La conquête espagnole et ses impacts. En 1519, le destin du Mexique change radicalement avec l'arrivée d'Hernán Cortés et de ses conquérants espagnols. Avec l'entrée de Cortés, qui était à la tête d'une petite force militaire, l'avenir d'un vaste empire, comme celui des Aztèques, était scellé. Armés de fer, de poudre à canon et d'alliances stratégiques avec les tribus locales, les Espagnols ont réussi à renverser un empire vieux de plusieurs centaines d'années avec une facilité qui semble inimaginable. Mais que s'est-il réellement passé dans les jours et les semaines qui ont suivi l'arrivée de Cortés? Le grand empereur aztèque Moctezuma II, accueillant initialement les conquérants avec hospitalité, croyait que Cortés était le dieu du retour Quetzalcoatl, selon les prophéties de son peuple. Cette erreur cruciale a conduit à la capture et à la mort de Moctezuma par les Espagnols, et à la conquête de la ville de Tenochtitlan, un centre culturel et religieux, en 1521. La civilisation aztèque, avec sa vaste armée et sa société complexe, s'est retrouvée subjuguée par une force militaire. Beaucoup plus petite, mais avec des alliés indigènes qui considéraient les Aztèques comme des oppresseurs. Le choc culturel, les maladies apportées par les Européens et la supériorité technologique des envahisseurs marquèrent la fin d'une époque. Toutefois, l'histoire de la conquête n'est pas seulement une histoire de destruction. Combien d'autres facteurs humains sont entrés en jeu? Les conquérants n'étaient pas que des guerriers, ils étaient aussi des stratèges et des explorateurs animés par une immense ambition. Le désir d'or, de pouvoir et d'une nouvelle vie guidait chacun de leurs mouvements. Pour les populations indigènes, l'arrivée des Espagnols fut une tragédie aux proportions immenses, mais aussi une opportunité pour certaines tribus locales de s'allier aux Espagnols et de s'opposer aux Aztèques, leurs anciens oppresseurs. La conquête espagnole a changé à jamais le destin du Mexique. Mais que nous apprend-il réellement sur l'interaction entre les cultures, le pouvoir et la résistance? Venez en apprendre davantage sur l'héritage de cette réalisation et sur la façon dont elle résonne encore au Mexique aujourd'hui. Thème 17. L'effondrement de l'Empire aztèque et la naissance d'une nouvelle ère. Imaginez une immense ville flottant au milieu des lacs, pleine de temples dorés, de palais majestueux et de marchés animés. Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, était une merveille du monde antique, une ville si grande et si complexe que même les conquérants espagnols ne pouvaient croire à la grandeur de cet endroit. C'est au cœur de cette ville que régnait l'Empire aztèque, avec ses religions, ses mythes et une armée puissante qui avait soumis de nombreuses autres tribus. Mais en 1519, le sort de cette civilisation prend une tournure tragique. Hernán Cortés et ses hommes, accompagnés d'alliés indigènes mécontents de la domination aztèque, arrivèrent sur les côtes de ce qui est aujourd'hui le Mexique. Ce qui ressemblait à une visite diplomatique s'est vite transformé en une invasion brutale. Moctezuma II, l'empereur aztèque, reçut Cortés comme invité, croyant peut-être qu'il était une incarnation de Quetzalcoatl, le dieu serpent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ambition de Cortés était bien plus grande que n'importe quelle révérence religieuse. La ville, qui semblait imbattable avec ses murs naturels et ses défenses impressionnantes, commença lentement à tomber sous le poids de la guerre et de la maladie. Lorsque la peste a frappé la population aztèque, causée par des maladies apportées par les Européens, l'empire est devenu vulnérable. Pendant des mois, Cortés et ses alliés indigènes ont mené d'intenses batailles et la grande région de Tenochtitlan a été encerclée et dévastée. Les Aztèques, dans un effort désespéré pour sauver leur empire, tentèrent de résister de toutes leurs forces, mais l'attrition et la trahison interne est devenue insupportable. Mais qu'est-il arrivé à l'esprit de ces gens? Même avec l'effondrement de leur grande ville, les Aztèques n'ont jamais été complètement vaincus. Leurs histoires, leur culture et leurs valeurs ont survécu sous de nombreuses formes, immortalisant le sacrifice et la bravoure d'une civilisation qui a résisté jusqu'au bout. Ne manquez pas l'opportunité d'accéder à un e-book entièrement gratuit contenant les histoires les plus secrètes et les plus curieuses des pays du monde entier. Mais attention, il reste peu d'unités disponibles et elles s'épuisent vite. Ce contenu exclusif pourrait changer votre vision de ce que vous pensez savoir sur l'histoire. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. Alors que les Espagnols construisaient leur propre ville sur les ruines de Tenochtitlan, une nouvelle ère commença. Une époque où les colonisateurs prendraient le contrôle de la terre, apportant avec eux une nouvelle religion, une nouvelle langue et une nouvelle structure sociale. Mais même après la destruction, les racines de l'Empire aztèque n'ont pas été éradiquées. L'héritage de cette civilisation s'est répandu dans tout le Mexique et a profondément influencé les cultures modernes, depuis les traditions indigènes jusqu'aux éléments du Mexique contemporain encore visibles dans sa nourriture, sa religion et même son art. Que reste-t-il d'une civilisation après sa chute? Les leçons des Aztèques peuvent-elles encore être appliquées aujourd'hui? L'ère coloniale est la rencontre de deux mondes. Après la chute de l'Empire aztèque, le Mexique entre dans une période de profonde transformation avec l'arrivée des colonisateurs espagnols.
Sous le commandement d'Hernán Cortés, les Espagnols ont non seulement pris le contrôle des richesses de la région, mais ont également imposé de nouvelles cultures, religions et systèmes de gouvernement aux peuples autochtones qui habitaient la terre depuis des millénaires. À partir de 1521, lorsque la dernière résistance aztèque fut écrasée, le Mexique devint une colonie de l'Empire espagnol, qui durera près de 300 ans. Les villes et cultures autochtones ont été contraintes de s'adapter ou de disparaître. Les structures sociales traditionnelles ont cédé la place à un nouvel ordre, dans lequel les Espagnols ont assumé les rôles dominants et les indigènes, désormais convertis au christianisme, ont été placés sous un système hiérarchique étroitement contrôlé. Cette époque coloniale a été marquée par une fusion complexe de cultures. La langue espagnole est devenue dominante, mais de nombreux mots indigènes ont survécu. Le catholicisme a été brutalement imposé, mais il s'est également mêlé aux croyances indigènes, générant une religiosité syncrétique qui persiste encore aujourd'hui au Mexique. La violence qui marque cette période n'est pas seulement physique, mais aussi culturelle. Des milliers d'indigènes sont morts au combat, mais beaucoup d'autres ont succombé à des maladies apportées par les Espagnols, comme la variole, contre laquelle ils n'étaient pas immunisés. En outre, l'imposition d'un système de travail forcé tel que l'encomienda a conduit une grande partie de la population indigène à travailler dans les mines et les plantations dans des conditions extrêmement dures. La recherche incessante d'or et d'argent par les puissances européennes aboutit à un véritable massacre des peuples autochtones, dont les terres et les ressources furent pillées. Mais au milieu de tant de destruction, quelque chose de nouveau a commencé à émerger. La métisation, la rencontre des Espagnols, des indigènes, plus tard, des Africains amenés comme esclaves, a donné naissance à une nouvelle identité culturelle, qui se reflète dans la musique, la danse, les traditions et même la cuisine. Le Mexique colonial est devenu une mosaïque d'influences diverses, où coexistaient des éléments de toutes les cultures, souvent de manière contradictoire. L'art baroque a prospéré, avec la construction d'églises et de cathédrales pour refléter la grandeur du pouvoir colonial, tandis que dans les villages indigènes, un syncrétisme religieux a commencé à prendre forme, mêlant saints catholiques et dieux indigènes. Durant cette longue période de domination espagnole, le Mexique a connu plusieurs rébellions et résistances. Les populations autochtones et les descendants d'esclaves africains n'ont pas accepté passivement l'oppression et ont cherché des moyens de résister au système colonial. Anecdote amusante. Saviez-vous que même si l'empire aztèque s'est rapidement effondré, de nombreux peuples autochtones du Mexique ont continué à lutter contre les colonisateurs pendant des siècles? Les guerres de résistance dans les montagnes, les forêts et les plaines ne se sont pas arrêtées avec la destruction de Tenochtitlan, mais se sont poursuivies pendant plusieurs décennies. Quels héritages du Mexique colonial pouvons-nous retrouver dans notre société actuelle? Comment la rencontre entre tant de cultures a-t-elle façonné l'identité du Mexique? La lutte pour l'indépendance et l'émergence du Mexique moderne. La lutte pour l'indépendance du Mexique a été un processus long et ardu qui a duré plus d'une décennie, de 1810 à 1821. L'étincelle qui a déclenché cette révolution a été le cri de douleur, prononcé par le père Miguel Hidalgo le 16 septembre 1810. Mais ce que beaucoup ne pensent pas, ce que je ne sais pas, c'est qu'avant ce moment, le Mexique éprouvait déjà un mécontentement croissant à l'égard du système colonial espagnol. Il est intéressant de noter que le mouvement pour l'indépendance n'était pas une révolution unifiée, mais une série d'efforts déployés par différents groupes ayant des intérêts différents, tels que la classe criolla, les peuples autochtones et les métis. Hidalgo lui-même, dont on se souvient comme un héros, n'avait pas initialement l'intention de renverser complètement le système colonial, mais plutôt d'améliorer les conditions de vie des pauvres et des marginalisés. Son célèbre cri appelait à la révolution, mais ce qu'il souhaitait en réalité, c'était plus d'autonomie pour la Nouvelle-Espagne. La véritable indépendance ne viendra qu'après de nombreuses batailles, trahisons et revers, et fut signée en 1821, avec le traité de Cordoue. Mais à ce moment-là, les combats avaient déjà causé d'immenses pertes en vies humaines et souffrances. Un fait fascinant à cette époque est que, bien qu'Hidalgo fût un prêtre catholique, il fut l'un des premiers à remettre en question l'autorité religieuse de l'Église catholique au Mexique. Il pensait que l'Église était devenue un outil d'oppression et que les réformes sociales étaient essentielles pour l'avenir du pays. Sa vision progressiste était innovante pour l'époque. Cependant, la véritable liberté du peuple mexicain a-t-elle réellement été obtenue avec l'indépendance, ou la lutte a-t-elle simplement échangé un oppresseur contre un autre? Dans les années suivantes, le Mexique s'est retrouvé au centre d'une guerre idéologique, avec différents groupes rivalisant pour définir l'avenir du pays. Fait amusant. Saviez-vous que même l'empereur Augustin de Iturbide, l'un des principaux noms du mouvement indépendantiste, a fini par être destitué par ceux qui l'avaient soutenu? Ce drame d'ascension et de chute illustre l'instabilité politique à laquelle le Mexique serait confronté dans les décennies suivantes. Que signifie réellement l'indépendance? Le Mexique était-il vraiment libre en 1821, ou le pays était-il encore en quête de son identité? Pensez aux transitions que le pays a traversées et aux défis qui persistent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la lutte pour ce qui est juste?
La révolution mexicaine, le rêve d'un nouveau Mexique. Imaginez un pays où les grandes propriétés dominaient encore, où les travailleurs ruraux avaient à peine de quoi manger et où une petite élite profitait de la sueur de ceux qui cultivaient la terre. C'était le Mexique du début du XXe siècle, un pays marqué par de profondes inégalités sociales et une concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Cependant, l'histoire du Mexique ne sera plus jamais la même après la Révolution mexicaine, une étape importante de transformation politique, sociale et culturelle. En 1910, le pays est plongé dans un conflit qui va changer à jamais le cours de son histoire. Tout est parti d'une simple envie de changement. Francisco I. Madero, un riche propriétaire terrien qui, malgré son origine aristocratique, ressentait la douleur du peuple, défia la dictature de Porfirio Díaz, qui dirigeait le Mexique d'une main de fer depuis plus de 30 ans. Madero pensait que des élections équitables et la fin du régime autoritaire pourraient ouvrir la voie à un avenir meilleur, plus juste et plus démocratique. Il a appelé le peuple à se rebeller dans un mouvement pacifique, mais s'est rapidement retrouvé impliqué dans un conflit qui allait prendre des proportions bien plus grandes que quiconque ne l'imaginait. La révolution n'était pas seulement une lutte contre le gouvernement, mais aussi une lutte interne, pleine de personnages complexes avec des visions différentes de l'avenir du pays. À une époque de grandes inégalités et d'oppression, des personnalités comme Emiliano Zapata, avec sa lutte pour la terre des paysans, et Pancho Villa, le chef militaire charismatique, sont devenus des symboles de résistance. Ils ne luttaient pas seulement contre le régime de Díaz, mais aussi pour une redistribution des terres et des droits pour ceux qui avaient toujours été marginalisés. Le mouvement, qui ressemblait initialement à un cri de justice et de démocratie, s'est rapidement transformé en une guerre civile brutale, de nombreux alliés devenant ennemis à mesure que les tensions montaient. En 1917, la révolution mexicaine a culminé avec la promulgation d'une nouvelle constitution, qui a apporté des avancées significatives, telles que la réforme agraire et le droit du travail. Mais la vraie question était, qui seraient les vainqueurs de ce nouveau Mexique, et combien de temps durerait la paix gagnée au prix de tant de sacrifices? Fait amusant. Saviez-vous qu'Emiliano Zapata n'a jamais voulu s'impliquer dans le gouvernement central? Il pensait que la seule façon d'améliorer la vie des paysans était de garantir qu'ils aient un contrôle total sur les terres qu'ils cultivaient. Sa célèbre phrase « Tierra y libertad », terre et liberté, résonnait comme un cri de liberté pour les marginalisés, mais elle représentait également une bataille pour une véritable autonomie. La révolution mexicaine n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'un mouvement mondial. À une époque où le monde traversait d'importantes transformations sociales et politiques, le Mexique est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression et pour la justice sociale, influençant d'autres mouvements révolutionnaires en Amérique latine. La révolution mexicaine a marqué un tournant dans l'histoire du pays. Mais à ce jour, les rêves de justice sociale qui ont animé ce mouvement m'en restent en vie. Qu'est-ce que cela nous apprend sur les révolutions d'aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre des défis du Mexique pour construire un avenir plus juste? Ainsi, la révolution mexicaine a transformé le Mexique pour toujours, mais le parcours de changement et de défis ne s'est pas arrêté là. Le pays a continué à lutter pour sa place dans le monde, faisant face à de nouvelles crises et s'adaptant aux exigences d'une époque moderne. L'histoire du Mexique est celle de la résistance, de la résilience et de la lutte pour la justice, des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui, que ce soit sur les terres mexicaines ou dans n'importe quel coin du monde. Si vous vous êtes senti inspiré par ce voyage et souhaitez comprendre comment les événements d'aujourd'hui sont encore façonnés par ces luttes passées, ne manquez pas la prochaine vidéo de notre playlist. Chaque chapitre de cette histoire est le reflet de ce que nous pouvons apprendre, adapter et appliquer dans nos propres vies. Cliquez sur l'écran maintenant et continuez le voyage.